Bien, bonsoir à tous et bonne année. Nous avons l'immense plaisir de commencer ce soir avec un duo exceptionnel. Vous savez qu'ici, c'est toujours le lieu des rencontres improbables. Mais ce soir, il y a deux premières. La première, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, c'est que les deux invités ont décidé de faire œuvre ensemble. Et ça, là, ils ont complètement tordu le système de la plateforme qui est dans une forme de confrontation, je dirais pas d'opposition, mais en tout cas, voilà, une confrontation d'idées, de points de vue. Et là, ils ont décidé de le faire ensemble. Donc, l'œuvre qui est sur le half-pipe que vous connaissez bien là-bas, eh bien, cette œuvre, c'est la leur. Donc, c'est intéressant de voir qu'un architecte paysagiste et un architecte, eh bien, ont décidé de faire un concept ensemble, poser une question qui n'est pas leur travail, mais qui croise évidemment leur démarche commune. Parce qu'il y a beaucoup de connivence entre les deux. Mais ça, vous avez bien compris que la plateforme cherchait toujours à établir justement des continuités, des discontinuités, des connivences et des divergences. Alors ce soir, ça c'est la première. Et la seconde première, eh bien, c'est d'avoir invité un critique allemand. Vous savez qu'à chaque fois, le critique, le modérateur n'a pas participé au choix, donc ce qui lui laisse une marge critique et une distance encore plus forte. Et ce soir, nous avons invité Kai Geipel, qui vient de Berlin, et qui est l'un des rédacteurs en chef de Bauwelt, donc l'une des plus grandes revues allemandes, et que vous connaissez tous, et dont on apprécie le sérieux et la pertinence des angles, et en plus très francophile, vous verrez qu'il parle un français absolument parfait. Donc voilà, c'est assez extraordinaire, c'est une équipe très internationale, puisque notre français, donc l'équipe française, c'est toujours le principe du duo, c'est une équipe française face à une équipe venant ailleurs d'Europe, eh bien l'équipe française, elle est un peu écossaise sur les bords, mais ça, voilà, c'est quelqu'un qui est là aussi. Donc on aime bien cette idée d'une Europe là autour de cette table, et je vais laisser donc Kai Geipel entamer ce débat sur la biosphère qui nous a emmené peut-être même dans l'univers de la NASA. Je ne sais pas, j'ai cru comprendre. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'installation, regardez bien le film là-bas, il y a des pièces exceptionnelles qui n'ont jamais été apportées en ce lieu. Donc je remercie les architectes et je remercie Kai. Vielen Dank. C'est à toi. Merci Francis pour cette gentille introduction. Pas tous étaient vraiment crédibles, alors avec le mot français, c'est un peu raide. Alors il faut l'excuse, je fais l'excuse déjà à l'avance, c'est comme ça. Merci aussi à tous les gens qui ont organisé ce spectacle ce soir, parce que moi j'étais en contact, tu m'as fait la proposition en février, j'étais en contact direct avec les gens qui ont organisé ça depuis novembre, et j'ai réalisé que une soirée comme ça, avec une exposition comme ça de l'autre côté, ça ne se fait pas dans une journée. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont engagés là-dedans. Alors, cette soirée-là, un versus, un duo entre un architecte, designer, paysagiste, et si je suis juste un paysagiste, architecte, ingénieur, tous les deux forts dans leur concept. Ça, c'est une chose qui est claire. Duncan Lewis, qui vient de l'Angleterre ou de Scotland, et travaille à Bordeaux depuis longtemps, et Bas Metz, qui vient de Belgique, il a maintenant son bureau après des années à l'étranger et en France. Il y a des similitudes évidentes dans le travail des deux protagonistes. Les deux aiment à expliquer leur projet. Alors, ils ont fait plein de conférences. Si vous regardez sur le net, vous en trouvez vraiment pas mal de différents coins du monde. Alors, ils voyagent tous les deux aussi d'une façon assez impressionnante. Et tous les deux parlent ouvertement de leurs expériences personnelles qui ont influencé les concepts de leur dessin. Les deux combinent les principes de leur travail avec une vision de la société urbaine, je dirais une critique de la société urbaine. Et les deux
représente aussi des générations différentes. Duncan Lewis était formé dans les années 70 et 80 et Bas Smet dans les années 90, ce qui a certainement aussi influencé la manière dont les deux designers voient le rôle de la nature dans la ville et de la durabilité. Les années 80, avec la naissance des Vertes, avec le Club de Rome, des trucs comme ça. Les années 90, avec la globalisation, les United Nations Climate Conferences, les COP, Conference of the Parties, as it is called also. First one, la première en 95 à Berlin, la plus importante, je pense, directement dans les années 90, c'était à Kyoto, le Kyoto Protocol, vous le connaissez, et cette autre vraiment très importante en 2015 à Paris. Alors je commence avec Duncan Lewis, born in Newcastle, yeah. Architecte et designer, plusieurs éducations, et si je peux dire ça, j'ai cité qu'il parle ouvertement, disons, aussi des expériences personnelles. Et j'étais très impressionné quand tu as parlé dans une conférence sur un accident de voiture et une longue convalescence comme déclencheur de pensée, disons, sur la manière comme le travail, entre comment tu penses ton travail. Alors, réfléchir radicalement sur la condition moderne de l'urbain, c'est, je pense, une des faits dans ton travail. Duncan Lewis est un adversaire radical du vert alibi, très en vogue parmi les architectes. Ce n'est pas un architecte qui produit, et je prends cette parole de Frédéric Edelman, une architecture saladier. Et peut-être ici, cette architecture saladier, je pense, en traduction, c'est, disons, faire des grands projets et introduire, interjecter du verre là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, est très en vogue aussi en Allemagne. Il y a des grands projets qui naissent, et puis il y a sur la toiture, il y a des jardins urbains très verts, et personne ne sait exactement comment c'est public, mais en tout cas, c'est dit. Alors, confrontation de Duncan avec des projets comme ça. Message de base. Alors, je citerai le corps, la ville et l'architecture. Il est un critique de la ville moderne et il récupère l'idée du vivant. Moi, encore hier, j'ai pensé si je peux trouver une image dans laquelle je pourrais retrouver certaines idées clés, une certaine imagination que moi je lis avec son travail. Et j'ai trouvé ces images assez fantastiques du film de Akira Kurosawa, je ne sais pas le nom en français, en anglais c'est Throne of Blood, en allemand c'est le Spinnwebwald, c'est encore plus dangereux, non, plus angoissant, dans la forêt des toiles d'araignée. Et une des scènes clés est que, disons, le mec, le guerrier, il est sûr d'être le roi until the trees attack the castle. That's from Shakespeare. And you see here the trees, les arbres qui commencent à se mouvoir. Et ici, vous voyez enfin presque l'attaque. OK. Et j'ai choisi un exemple, un travail très au début, où on voit ces arbres qui font comme une certaine métamorphose entre ce qui est à l'intérieur en tant que fonction et à l'extérieur. Alors, encore un exemple, et non, ça c'est trop tôt. Je saute, parce Smets, il a aussi 2 diplômes. Il était
éduqué à Louvain-la-Neuve en tant que... Louvain? Non, pas Louvain-la-Neuve, ok. À Louvain, en tant qu'ingénieur de paysage. Est-ce qu'on peut... Et puis, après, à Genève, et il a travaillé chez Michel Desvignes, puis il a fait des projets avec Rem Koolhaas, Herzog et de Meuron, et à partir de 207, il s'est réinstallé à Bruxelles avec son agence. Et, ouais. Et il fait... il intervient, ça j'ai lu, et je dois dire, il a reçu un prix pour la jeune architecture en 2007. Et là, j'ai trouvé une phrase assez intrigante. Il intervient suivant un rationalisme territorial en lutte contre l'étalement urbain. Ça, peut-être on va parler après là-dessus. En tout cas, aussi un détail personnel, dans une des conférences que j'ai écoutées ou que j'ai vues en me préparant sur le dossier, j'ai su que dès l'enfance, tu as aimé à grimper dans les arbres pour avoir ce espèce de survol sur ce qui se passe, disons, dans le paysage. Alors, ce survol est devenu une méthode de son travail. Et quand vous suivez ces conférences, vous voyez très bien comme cette méthodologie s'installe dans les projets. Moi, j'ai cherché aussi une image dans laquelle je trouve une concentration de ce que moi-même j'imagine de ça. Et j'ai trouvé cette scène que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent, c'est du Fellini, de Amarcord. Et il y a le village et il y a l'oncle qui grimpe dans l'arbre. Il ne veut plus revenir de cet arbre-là. Et on se demande qui est le plus fou et qui est le vrai normal. Parce que les gens du village, ils se comportent d'une façon un peu bizarre, très conventionnelle. Et l'oncle, il est dans cet arbre et il regarde, disons, ce qui se passe là sur la terre. Ok, mais je ne vais pas y aller trop loin avec des images comme ça. Un exemple de son travail qu'il a fait avec Kirsten Geers et David Van Severen, Strategy for a Lost Landscape, ce qui montre, disons, l'étalement du paysage en Flandre, mais ici dans une façon un peu clarifiée. C'est-à-dire, vous voyez, il y a dans cet étalement qui vient, disons, certainement des choses politiques, il y a la loi Taillé de 1948 qui, déjà dans ces temps-là, donnait des prêts avantageux pour les ouvriers, ce qui a permis à eux de se vraiment disperser dans le paysage. Et je montre encore un autre exemple, c'est un projet en Algérie, Albanie, pardon, à Himara, avec un projet réalisé où vous voyez cette vue d'un eau. Ok, ça c'est le photographe qui l'a fait, mais vous voyez quand même aussi cette même clarification des strates de la mer vers le bord de la ville. Alors nous sommes assis ici dans un musée, mais les gradins sont construits un peu dans la rue. Alors il y a le half-pipe, qui n'est peut-être pas très audacieux pour vraiment faire du sport là-dessus, mais n'importe. Mais je comprends cette installation un peu improvisée aussi comme une invitation à parler aussi compréhensible que possible. On parle ce soir du paysage urbain et de la nature. Paysage et nature, ce sont des notions qui déclenchent des émotions. Aujourd'hui, disons, d'après ce que je sens, il y a un grand schisme entre la façon dont le paysage est compris scientifiquement et économiquement
et la façon dont ce passage est émotionnellement compris par les gens. Je vous cite un exemple de Munich. En Allemagne, on a maintenant des grands, disons, développements de la ville. Et il y a à Freiham, pour 20 000 personnes, il y avait un grand dossier qui était présenté aux gens pour y arriver. Et finalement, disons, les gens qui ont fait ces brochures de promotion, ils ont montré une ville future sans montrer du bâti. Parce qu'ils ont que montré, disons, des situations soi-disant urbaines, mais verts. Parce qu'on ne voulait pas montrer cette densification, parce que la densification, apparemment, elle fait peur aussi. Et alors, le plus de vert fait le plus d'acceptation. Alors, éviter le bâti au détriment du vert, est-ce que ça, c'est une thèse qui est valable aussi pour nous? Une thèse au début, les architectes planifient des maisons, c'est clair, mais qu'est-ce que fait l'aménagiste, le paysagiste? C'est un mystère pour beaucoup. Alors, je suis revenu ce matin avec l'avion et chez Charles de Gaulle, et ok, on voit, disons, les alentours de Charles de Gaulle. Clairement, là, il y a un paysagiste, il y a les arbres assez artificiels, il y a un vert, même maintenant, qui est presque parfait. Mais déjà, quand je me mets dans le RER, je regarde à droite et à gauche, qui est responsable pour ces paysages? Est-ce que ça, c'est déjà le paysage? Pour moi, c'est une question. Qui est responsable? Est-ce que nous savons qui est disons, le designer de ces paysages? Alors ça, pour moi, c'est la première question à vous deux. Sommes-nous conscients que la conception du paysage est une tâche essentielle aujourd'hui pour la société, regardant ces paysages, disons, au bord des grandes infrastructures? Grosse question. Oui. Ça marche? Ouais. Comme d'habitude, je ne veux pas répondre. Mais je veux juste être ici. En tout cas, je suis super content d'être là, d'être invité avec Baz. On ne se connaît pas. Maintenant, on se connaît un peu mieux. Mais des choses assez frappantes que je vois, il y a pas mal de choses qui nous lient, qui nous joignent. Et je pense que ça, c'est peut-être lié sur la problématique qu'on a aujourd'hui, qu'on est dans une situation planétaire. Je ne suis pas là d'être moraliste, hein, je pense que c'est même pas, il n'est pas dans ce sens-là du tout. Mais on voit, on est dans une époque où la consommation, il nous avait bien niqué notre gueule, quoi. Et la planète est en bonne souffrance. Et je pense peut-être un peu de devoir de tout le monde de redresser quelque chose. Parce que je crois qu'avec tous les enfants qui passent derrière nous, ça va être super indispensable. Je pense Baz aussi, il y a des choses à dire là-dessus. De poser la question que tu posais, j'avais fait un truc assez marrant à Berlin, où à l'est de Berlin, il y avait des endroits où il y avait des excavations de charbon, qui est dans l'ex-DDR, qui étaient des endroits absolument gigantesques, où des gens, carrément, et des villes entières qui étaient rasées, des gens déplacés, tout ça. Et j'avais travaillé à TU Berlin et on a juste essayé de travailler sur une notion qui était vachement intéressante avec des élèves. On était 600 élèves, il y avait beaucoup de bus, on a fait un gros workshop sur place. Et le travail, c'était pas de faire un projet architectural ou paysager, mais c'était juste avec des élèves de jeunes générations, c'est de prendre des gens qui étaient sur place, qui regardaient ou même sont tournés de dos à ces grands morceaux de paysage, qui pour eux c'était catastrophique. Et la seule chose qu'on essaie de faire, on essaie de faire avec ces gens-là, on a juste essayé de tourner dans notre sens et regarder un peu ce paysage et dire c'est un paysage. C'est quelque chose de très agressif, oui, vous avez vécu dans votre vie, mais regarde ça dans une autre façon. Voilà, et c'était fantastique. Alors, on avait fait une petite intervention,
une des groupes des élèves, il y avait des machines qui étaient 600 mètres de longueur. C'est des grosses choses. Et sur ces machines, ils marchaient sur des formes de grosses rails en bois. Et maintenant, c'est arrêté. Et les groupes des élèves, ils ont pris cette morceau de rail en bois et ils ont fabriqué au cœur de ce paysage un bar. Et cette bar, ils voulaient inviter les gens dans la communauté pour aller boire un coup. Ça s'appelle un Glühwein. C'est un vin chaud. Et les choses qu'ils ont fait, ils ont brûlé le bar en chauffant le vin pour accueillir des gens dans ce paysage. Je n'ai rien répondu, mais pour moi, c'était superbe. Absolument superbe de voir des gens qui sont venus au cœur de ce problème et juste peut-être pour un moment regarder avec une autre générosité. Voilà. Duncan parle d'un certain apprivoisement du paysage comme il s'est présenté et comme... Qu'est-ce que tu penses, toi? Sommes-nous conscients que ces paysages qu'on trouve un peu partout, dispersés, fragmentés, sont dessinés? Justement, je vais essayer de répondre à la question. Comme ça, on reste en duo. Mais tout d'abord, je voulais aussi dire que je suis très content d'être là. En parlant avec Francis, justement, je me suis rappelé que je suis venu ici la première fois en 2008 pour les Naja, les nouveaux albums de jeunes paysagistes. Et du coup, on est exactement 10 ans plus tard. C'est une chouette retrouvaille. Pour répondre à la question, je suis convaincu que le paysage est une façon de voir le monde et que dans ce sens-là, tout peut être paysage. Et je pense que quand vous parlez de cette trajectoire de RER en rentrant la ville, le moment qu'on ne considère pas ce qu'on voit comme paysage, évidemment, il y a un risque de ne pas intervenir. Et je pense que la première étude que j'avais faite quand j'avais commencé l'agence en 2007, c'était pour le gouvernement flamand sur la Flandre. La Flandre, ce plat pays de Brel. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de vision, un manque d'image, et du coup de vision. Et du coup, l'étalement urbain est une sorte de résultat assez évident. Parce que si vous n'avez pas d'image de quelque chose, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, cette étude, on l'avait appelée stratégie pour un pays sans paysage, pour faire cette différence entre le pays comme une sorte de situation existante et le paysage comme une vision, ou une appréciation, ou au moins comprendre ce qui existe. Et du coup, une fois qu'on a compris ce qui existe, on comprend aussi ce qu'on peut faire ou ce qui peut être amélioré. Mais du coup, cette nécessité, avant tout, de voir ou d'imaginer un paysage. Oui, ça, comme introduction, je veux sauter un peu ce que vous avez fait tous les deux là sur l'autre côté. Alors, cette installation que vous avez faite ensemble, alors j'aimerais bien que vous expliquiez un peu, disons, cette installation. Et juste comme introduction à ça, je montre ici une photo qui est très fameuse de 1968, the Earthrise, which was made, qui était fait par Apollo 11, je pense, et qui a montré pour la première fois, disons, avec des photos vraiment fascinantes, comment pas le soleil se lève, mais la Terre se lève. Et finalement, ce qui était presque choquant sur cette image est que la Terre, elle apparaît comme quelque chose de très fragile. Et plus tard, disons, ce qui est intéressant aussi pour notre débat, c'est que, disons, la notion de sustainability ou de durabilité, en français je n'en suis pas sûr, mais pour le mot en anglais, en tout cas c'est clair, est apparu 10 ans plus tard.
C'est-à-dire, dans les années 60, on n'avait même pas la parole pour réfléchir sur cette fragilité de la Terre. Certainement, il y avait des activistes, etc. Mais finalement, avec ces paroles, disons, cette idée de développer un nouveau rapport à travers la Terre, regardant introduire le CO2, etc., était née dans les années 70. Alors, vous avez choisi quelque chose... ça, c'est encore ça, c'est juste une image des Marshall Islands qui peuvent peut-être disparaître, qui sont très engagés dans le COP. Et puis là est l'objet que vous avez choisi, disons le Biosphère 2, dans le désert de Arizona, ce projet fantastique d'un millionnaire de cultiver et de réinstaller la nature à l'intérieur de cet expériment, de cette Buckminster Fuller-like structure. D'ailleurs, il y a Peter Peirce, qui était un élève de Buckminster Fuller, qui était le responsable architecte. Ça, juste pour montrer, disons, les astronautes, pas les astronautes, mais les gens qui étaient là-dedans. Peut-être vous savez qu'il y avait quand même, pendant cet expériment de 2 ans, une sacrée bataille, d'après quelques mois, entre les 8 astronautes, ou les 8 gens, 4 femmes, 4 hommes, qui étaient dans ces structures. Mais Bas, tu le connais beaucoup plus parce que tu as fait un film là-dessus. Oui, j'ai fait un documentaire sur cette Biosphère 2 qui est montré dans l'autre salle. Et peut-être on l'a fait pendant Agora, la Biennale de Bordeaux qui a eu lieu l'année passée. On s'est posé la question un peu fondamentale, quel rôle et quelle ambition pour le paysage. Et du coup, je trouvais intéressant de revenir sur ce projet très contesté, très controversial. Ça dépend avec qui vous parlez pour avoir une sorte de version de la réalité. Mais j'ai revisité ceux qui l'ont conçu, ceux qui étaient à la base de cette aventure, pour comprendre pourquoi ils l'ont construit. Et du coup, eux, dans les années 70, ils se sont dit, en fait, c'est des gens vraiment brillants, pour commencer, hein, Harvard graduates, et ils se sont dit, en fait, on a une connaissance de la science très spécifique, très spécialisée, qui nous a amené beaucoup de richesses, beaucoup de connaissances, mais finalement, on ne comprend pas comment fonctionne l'atmosphère. On peine à comprendre l'influence des océans sur les vents, des forêts sur l'humidité. Finalement, on a une vision réductionniste de la science, mais pas une vision qui englobe tout. Et ils ont dit la seule façon de comprendre comment fonctionne l'atmosphère, c'est de le reconstruire. Du coup, ils ont reconstruit les 5 biomes de la Terre, l'océan, la forêt, voilà, le désert, l'agriculture, et le wetlands, les zones humides, et ils ont dit aussi finalement le human habitat, l'homme a sa place dans cette atmosphère. Du coup, c'était aussi controversial de dire la science, c'est pas quelque chose qu'on utilise sans mettre dans l'équation l'homme. L'homme fait partie de cette compréhension, et ils l'ont construit dans l'idée de faire des expérimentations pendant 100 ans pour mieux comprendre l'atmosphère. Et déjà dans les années 70, ils se projetaient dans un chauffement climatique. Et du coup là, parce que tout est fermé, c'est totally sealed, c'est hermétiquement fermé, il y a des capteurs partout, ils peuvent calculer l'oxygène produit par les plantes, le CO2 produit par les hommes, l'influence des nuages. Il disait que quand il y avait un nuage qui bloquait le soleil, que tout de suite, il voyait une réduction de la production de l'oxygène. Et du coup, c'était l'idée de vraiment créer une sorte d'expérimentation jamais vue avant pour étudier tout cela. Cette expérimentation a été arrêtée 2 ans plus tard dans des situations étranges, je ne vais pas trop dire là-dessus, ce n'est pas le but, mais c'est assez intéressant de comprendre l'envie et l'ambition qu'avaient ces gens. Et
on l'a couplé avec ces plantes qui sont le résultat. Vous parliez de Apollo tout à l'heure. Apollo, le moteur d'Apollo était construit au Mississippi, et après qu'ils ont arrêté Mercury, Gemini et Apollo, ils ne savaient plus quoi faire sur le site de la NASA. Ils se sont dit, tiens, on va essayer d'utiliser toute la connaissance qu'on a pour la Terre même. Et ils se sont dit, quelles plantes produisent finalement le plus d'oxygène, quelles plantes arrivent à capter toutes les toxines. Et du coup, en fait, dans une double idée, à la fois, on était après la crise des années 70, et du coup, on commençait à isoler les bâtiments beaucoup plus fort qu'avant. Et à ce moment-là est arrivé le Building Sickness Syndrome. Et du coup, ils se sont dit, avec les plantes, en fait, on peut capter le benzène ou le formaldéhyde lié à la peinture ou à l'isolation. Du coup, ils ont dit, on va faire ce test-là. Mais en même temps, ils avaient l'ambition, c'est quand même la NASA, ils ne sont pas là pour faire des plantes pour les maisons, ils avaient l'ambition de créer des space stations sur Mars, et se sont dit, au lieu d'amener l'oxygène depuis la Terre, on le produit nous-mêmes. Et je trouvais important, et dans la discussion qu'on a eue avec Duncan, de remettre les plantes peut-être au milieu ou sur un pédestal un peu étrange, pour dire que finalement l'air qu'on respire a été produit par quelqu'un ou par quelque chose, par les plantes. On l'oublie un peu, mais évidemment quand vous êtes dans un système fermé, il est parfaitement fermé, les plantes, et j'ai parlé avec les gens qui sont enfermés volontairement là-dedans, ils ont dit, le moment que tu entres, tu sens profondément que l'air que tu respires a été produit par cette plante. Et du coup, c'est cette double idée de cette petite installation, d'à la fois revenir sur cette expérimentation complètement extraordinaire, hors mesure, et je pense aujourd'hui très relevant, et en même temps de mettre ces plantes-là, et ça c'est les plantes de la liste de la NASA, hein, vous devriez sentir une augmentation d'oxygène quand vous vous baladez dans cette petite forêt. Il est en plus, en fait, on a mis des lampes spécifiques pour le faire pousser. C'est des plantes hydroponiques, du coup, c'est assez high-tech pour les plantes. Mais de comprendre que en fait, et je termine là-dessus, il y a une phrase écrite par Emanuele Coccia dans son livre incroyable La vie des plantes, que je vous conseille tous d'ailleurs, où il dit « L'homme n'habite pas la terre, il habite l'atmosphère ». Et finalement, parce qu'on se nourrit, on s'habille et on respire le déchet des plantes. Qu'est-ce que vous a attiré à la biosphère? Comme d'habitude, j'en ai pas fait grand-chose. C'est Baz et Frederica qui travaillent avec Baz chez lui, qui commencent à m'envoyer des choses et proposer cette intervention. Et tout de suite, on a dit, je pense que la chose de plus fondamentale qu'il faut faire, c'est enlève cette barrière qui est souvent mise entre êtres, entre gens, entre disciplines. C'est quelque chose ça me révolte beaucoup. C'est quelque chose que moi j'ai subi dans mon renseignement à l'Royal College of Art à Londres, qui est quand même vachement bizarre pour un collège de art que normalement tu changes, tu partages. Et moi, c'est ça qui me guide ma vie. C'est d'aller à droite et gauche. J'écoute des autres. J'aime bien ça, j'aime bien écouter. Et là, finalement, c'est Baz qui avait mis un assiette comme ça, une intervention sur biosphère. Et moi, j'ai dit, j'ai envie de continuer. On a fait des échanges, on a fait des petits croquis. On voulait faire quelque chose peut-être... un moment, on a fait quelque chose un peu différent, et après, il avait des problèmes techniques, il avait des problèmes de finances, voilà. Doucement, ça s'est modifié, on faisait l'échange, mais finalement, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne cache pas, je suis un peu cynique là-dessus, mais les choses qui étaient importantes pour moi, c'est quand Francis qui m'a invité à cette notion de Dieu, là, ça m'a fricassé un peu tout de suite. Je trouve, c'est peut-être sur la notion de duality aujourd'hui, c'est dans l'état qu'on se trouve, et c'est bien le temps de changer tout ça, quoi. Et je trouve BSF vachement intéressant, mais c'est
absolument pas du tout la manière que moi je conduis ma vie. Ma vie, autant qu'architecte, c'est de ne pas faire des choses étanches. C'est de faire des choses le plus perméables possible entre ce que je fais moi-même au travers de l'architecture, design et bien sûr le paysage. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est, disons, le rapport de ces expériments-là, qui datent il y a 20 ans, ou presque 20 ans, avec l'actualité. Est-ce qu'on a appris quelque chose de ça? Par exemple, dans le concours que vous avez gagné, Ecotone à Paris, il y a quand même, disons, une espèce de grande halle qui fait un mélange entre différents milieux. Et ce mélange, c'est quand même, disons, un élément central aussi de votre travail. Oui, c'est une histoire de mélange, mais c'est comme nous, notre corps, comme il pleut, on met un manteau, comme il fait soleil, on enlève, on plonge notre torseau et tout ça. C'est d'être juste assez simpliste. Et je pense qu'il faut l'architecture liée avec le paysage, c'est aller un peu dans ces goûts-là, ce sens-là. On enlève des choses un peu trop compliquées. Moi, j'ai vécu pas mal de mon existence au Japon. Moi, je suis nul à l'école. J'écris mal, j'écris encore plus mal maintenant. J'écris pas français, je bricole un peu. Mais je découvre un truc au Japon qui était absolument fondamental pour moi. C'est ce changement entre une culture ici en Europe très scientifique et au Japon, le contraire. Et je tombais sur le truc au Japon absolument fantastique, ça s'appelle le haïku. Le haïku, c'est un poésie de 3 lignes. Putain, des images fabriquées au travers de 3 lignes. C'est absolument monstrueux, quoi. Monstrueux. Et voilà, moi on lève toutes ces barrières et fabriquer le fond de monde imaginaire, mais penser beaucoup pour l'avenir, c'est super important, quoi. Enlever les barrières, je pense que ça c'est un concept qu'on va parler encore. Bas, pour votre travail, disons, est-ce que vous avez tiré des principes aussi du biosphère? Moi, je pense par exemple à la manière dont vous cataloguez, disons, les plantes avant d'y introduire dans des projets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a quand même une certaine relation avec ces expériments-là? Oui, je pense que c'est pour ça qu'on aime bien faire les expositions ou participer à des biennales et tout ça. C'est que c'est une sorte de recherche sans but pour l'agence, mais finalement, ça apporte beaucoup à l'agence. Mais parce qu'on le fait sans but, on se permet, par exemple, j'ai rencontré Stefano Mancuso, un spécialiste de la neurobiologie. Évidemment, on ne va pas tout de suite l'appliquer, mais soudainement de commencer à réfléchir autrement change radicalement la façon qu'on fait le projet. Et la biosphère, où ce documentaire fait partie d'une recherche je pense qu'on avait commencé déjà avant, à mieux comprendre comment fonctionne la biosphère, comment fonctionnent les plantes, et de ne pas les voir comme une sorte d'image, mais d'une logique de croissance, et de vraiment utiliser la stratégie et les techniques des plantes. Et par exemple, on avait fait ce projet à Bruxelles, où on avait très peu d'argent. On avait un peu d'argent pour une petite emprise, et en fait je voulais faire beaucoup plus. Du coup on a dit, au lieu de faire 100 € le mètre carré sur 1 hectare, on va faire 4 hectares. Au total on avait un peu moins de 20 € le mètre carré, qui est vraiment très peu. Et du coup, au lieu de dire on va ajouter une couche de 30 cm de terre végétale, on va mettre les plantes dedans et ça va être très beau dès le début, on s'est dit on va travailler avec des spécialistes de sol, et on va voir quel type de plantes on peut mettre dans le sol qui n'est pas traité, qui vont améliorer le sol. Et quelque part, et je suis très intéressé par ça, c'est comment on peut accélérer ce qu'aurait fait la nature, une sorte de cyclotron, une sorte de comprendre. En fait, souvent on se dit, si on ne fait rien pendant 100 ans, qu'est-ce qui se passe dans 200 ans? Et comment on peut accélérer ça
Et du coup, il faut une connaissance des plantes plus spécifique, et pas seulement de la plante, mais aussi de la succession des plantes. Et ça m'intéresse beaucoup quelque part d'intervenir pour pousser les choses, au lieu de dire, voilà l'image finale, et maintenant, gardez ça pendant 1000 ans, s'il vous plaît. Non, le but, c'est on essaye de quelque part hacking in the system. On essaye de comprendre le système et puis on change 2-3 choses et puis ça va ailleurs. Et puis et je pense que c'est peut-être par rapport à ce que j'aurais pu raconter il y a 10 ans, où on était plus dans une sorte de transformation esthétique de la réalité. Je ne dirais plus jamais ça. C'est plutôt une transformation essentielle qui produit un esthétisme qu'on ne contrôle pas complètement. Une question qui m'est venue quand j'ai vu les couleurs violettes qui sont là pour faire pousser les plantes plus vite. Est-ce qu'il y a aussi des couleurs, des lumières qui font le contraire? En fait, je ne sais pas si je réponds avec ça, avec votre question, mais pourquoi la lumière est verte dans une forêt? C'est parce que la lumière verte est la seule que la photosynthèse n'arrive pas à capter. Du coup, il y a une lumière très spécifique quand vous baladez dans une forêt, c'est parce que tout le spectre a été repris par la chlorophylle pour faire la photosynthèse, sauf la couleur verte. C'est pour ça que les feuilles sont vertes et la lumière est verte. Du coup, peut-être c'est ça la lumière inverse. Mais peut-être, puisque vous parlez de cette couleur, ça répond assez bien à ce que je viens de dire, c'est que jamais on se dit, tiens, faisons une installation qui a l'air un peu pourpre. Au contraire, quand on a vu la couleur des lampes, on s'est dit à l'agence, oula, waouh, ça va être bizarre. Et puis quand elle les a installées ce matin, en discutant avec Duncan, on a dit, mais c'est tellement étrange qu'il faut qu'on bloque la lumière de l'extérieur. Du coup, quelque part, l'esthétisme est le produit d'une logique au lieu d'un inverse. C'est aussi une couleur un peu polar, non? Oui, c'est une couleur un peu, je sais pas, oui, j'aime bien le côté bizarre. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe Oui, je trouvais ça bien de débuter le débat, disons, sur des climats complètement artificiels. Quand j'ai lu des textes de vous, j'ai quand même réalisé que, disons, des paysages spéciaux dont vous deux vous êtes liés sont devenus très importants pour votre travail. Bas, tu as parlé de la Flandre, Duncan, tu as parlé de l'Écosse et du Japon, et j'aimerais bien que vous deux, vous parlez un peu plus sur ces influences capitales qui sont nées peut-être d'une mélange des paysages qui vous sont imprégné pendant votre, disons, travail en tant que paysagiste. Pour moi, c'est un peu plus compliqué comme question parce que le paysage, c'est quelque chose que j'ai toujours été dedans, quoi. J'ai jamais posé trop de questions là-dessus, quoi. Mais peut-être sur votre website, c'est le bureau. Les personnes qui sont directement dans le paysage écossais. Ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux, non? Ben, c'est depuis un morceau de le film en Écosse qui s'appelle Trainspotting, where they're on just going across the Rannoch Moor with the mosquitoes. And you know what? I've never taken my daughter, who was born in France, to Scotland. So this summer, we decided to go to Rannoch Moor. And croyez-moi, c'est un paysage absolument incroyable en Écosse. Il faut tout le monde s'y aller. Hein. Tu as des formes de collines, de montagnes, mais qui sont en douceur, avec le mousse, avec tous ces pluies qui tombent sur cette roche graniteuse. Absolument fantastique. Je pense le moment que j'ai vraiment touché la notion de paysage dans ma vie, hein, c'était en 85. C'était dans l'Irlande du Nord, où j'étais en train de conduire un bagnole qui n'était pas très bien. Et j'étais toute seule. J'ai bu un peu. En conduisant, hein, c'était... putain, on est en live là aussi. Et j'ai écrasé la voiture. Et je n'avais pas de ceinture, vraiment mauvais, quoi. Et je sortais la voiture, je tapais la fenêtre et j'étais projeté dans un arbre.
j'ai peut-être 7 moments dans ma vie. Le paysage, il devient voilà, il est en forme de concordance avec moi et le paysage, ces moments-là. À ces moments-là, je n'étais pas conscient. J'étais à 9 mètres de le sol, dans un arbre, et c'est quelqu'un qui cherche de poissons illégal. Comment ça s'appelle? Le braconnier, des choses comme ça, qui me trouvait. Qui a fait téléphone l'ambiance et tout ça, et après, bon, et toute une histoire de réhabilitation, toutes ces conneries-là, mais voilà, c'est vraiment ce type de moment que je touche le paysage le plus juste, voilà, c'est, voilà. Mais il ne faut pas le répéter quand même. Voilà. Non, mais une autre chose, bon, je rigole, mais c'est vachement intéressant, Baz, il développe cette notion vue de photo, de aérienne, quoi, et moi, je sais, avant, je suis devenu architecte, je fabriquais des objets, comme des ordinateurs et tout ça. J'ai jamais eu cette vision, comme peut-être un paysagiste ou des architectes ou des urbanistes travaillent. J'avais jamais cette notion de regarder des choses en haut et faire un plan. Et le moment que je commence à travailler avec des architectes, je me dis, qu'est-ce que c'est ces bordels-là? C'est vachement beau, quoi. Putain, les gens ici, ils sont comme des oiseaux, quoi. Ils se regardent en haut, hein, tout ça. Et ça m'intrigue, quoi, entre design et objet et ça. C'était vraiment un moment super important de ma carrière, de voir cette chose depuis au-dessus. Et après, je tombais sur quelques livres à cette époque-là. Je ne suis pas si vieux que ça, à cette époque-là. Et je crois que, Baz, tu connais, c'est un livre fait par MacLean. Je ne rappelle plus le nom de le livre, mais c'est absolument hallucinant que se vole l'Amérique et de regarder l'Amérique de bas. Et après, il fait des dessins absolument sublimes, comme une codification de tableaux de cette regard sur le paysage. Et une photo dans ce livre, c'est absolument frappant. C'est un paysage dans un lieu agricole. J'ai vu que vous avez cette photo-là, font des cadrages, mais incroyable. On se croit à Manhattan, et tout d'un coup, il y a un fond de moment de trouble. Et ces moments de trouble, dans cette truc où l'homme, il est cicatrisé la planète, il est en forme de moment de trouble, et c'est les anciens niveaux de plage, de sédiments qui sont déposés, et voilà, moi je suis super optimiste que la planète, il peut résister. Il doit résister. Ce type de choses dans le paysage, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'imbriquer ça dans l'architecture. Le livre, c'est Measuring the Land avec James Corner et Alex MacLean. Superbe livre. Pour retourner à la question, moi j'ai eu mon éducation de paysage en Genève, 2 ans à Genève, et puis je suis resté 6 ans chez Michel Devigne, de 2000 à 2006. Et à cette époque-là, évidemment, je n'habitais plus en Belgique. Et j'y allais de temps en temps, mais disons pas professionnellement. Du coup, j'avais un peu oublié le paysage belge. Et pendant que je travaillais avec Devigne, évidemment, on travaillait un peu partout au monde. Du coup, il y avait une sorte c'était assez drôle parce que en même temps que je découvrais ce que pouvait être le paysage, j'avais oublié le paysage dont je venais. Et en retournant à Bruxelles en 2007, et au début j'avais surtout des commandes en Flandre, parce qu'il y avait plus de commandes en Flandre qu'en Wallonie. Et du coup, soudainement, avec cette éducation suisse, française, mais aussi américaine, soudainement je me disais, mais c'est quoi ce paysage en fait? C'est là où justement j'avais commencé cette étude sur la Flandre, et cette idée qu'il faut quitter un lieu pour pouvoir le réapprendre à voir. Et je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'on se dit, mais comment on peut comprendre un lieu, comment on peut le saisir, mais aussi comment on peut presque scientifiquement essayer de le maîtriser, de le quantifier. Je pense que de cette manque de paysage, on se dit, mais il restait quoi finalement? Donc on a commencé à dire, ok, on prend un peu de recul, on essaie de comprendre les patterns,
sur les photos aériennes, on essaie, parce que finalement, quand vous dézoomez, à un moment donné, on comprend. On comprend comment l'eau coule vers l'océan, comment la végétation suit les courbes de niveau. Il y a un certain dézoom où soudainement les choses font sens. Et ça, c'est quelque part le point d'accroche pour rezoomer vers le site et d'appliquer cette petite résistance sur le terrain pour faire projet. Là, il y a quand même une différence entre vous deux, ça c'est assez évident. Duncan, il parle d'une attitude presque corporelle, brutale, directe, avec le paysage, les arbres, etc. Et vous parlez plutôt disons, de cette nécessité de se détacher d'abord, de regarder dans l'eau et de vérifier ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez expliquer ça encore un peu plus? Oui, je peux en parler pendant très longtemps. Non, parce que c'est vraiment une sorte de double approche. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une sorte de connaissance d'un terrain qui n'est pas lié à l'expérience sur le terrain. Et ça choque toutes les écoles de paysage, mais moi je pense qu'il y a une connaissance d'un terrain qu'on peut apprendre à partir des cartes, à partir des photos aériennes, à partir d'une étude assez précise. On l'appelle toujours pseudo-scientifique parce que ce n'est pas si scientifique, mais c'est quand même d'essayer de quantifier un territoire. On sait le faire sans le visiter. Et je préfère faire ça avant de voir le site, parce qu'une fois qu'on a vu le site, tout de suite on a une intuition. Mais une fois qu'on a une intuition, comme on est tous un peu psychorigides, on essaye de se convaincre que l'intuition est la bonne. Et du coup, une fois qu'on a eu l'intuition, c'est raté. C'est pas raté, mais on changera très peu d'idées. Et du coup, le fait de faire cette lecture, on appelle ça une lecture, pas une analyse, nous permet de pousser le moment d'avoir l'idée. Ça nous permet d'ouvrir et de comprendre mieux, et peut-être de voir les choses qu'on n'avait pas vues. De dire, ah tiens, il y a cet affluent qui passe par là, tiens, c'est étrange, pourquoi l'autoroute fait ça, il y a quand même des arbres ici, donc peut-être c'est lié à une histoire qui se voit plus sur le terrain. Mais du coup, ça permet d'avoir presque une vue plus objective de la réalité. Et ensuite, évidemment, on va voir le site. Et sur le site, l'intuition kicks in et nous guide, parce que finalement, le projet est guidé par l'intuition plus que par l'analyse, c'est une évidence. Mais cette double approche, non, mais c'est une évidence. Mais ce recul permet de ne pas aller trop vite. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'on est tous formés pour convaincre les autres et soi-même de la justesse de l'idée. Du coup, il faut attendre le moment d'avoir cette idée. Moi, je te dis un peu de moment, je suis absolument pas du tout d'accord, mais je suis d'accord en même temps. C'est assez curieux. Bon, c'est cette ambiguïté d'enlève de différence entre limites, ce que j'aime bien jongler. Moi, je donne quelques renseignements dans quelques écoles et j'essaie de développer dans les élèves cette notion qui est en chacun de nous, cette notion d'intuition, qui est en train de passer dans une souffrance, je trouve, à ce présent moment. Je garde cet espoir très, très positif, mais c'est des choses que je dois faire avec de jeunes gens. C'est de provoquer ces éléments directs de intuition, quoi. Et quand et moi, l'autre jour, comme j'étais interviewé aller dans une école, je pose la question, disant que vous êtes un peu atypique, est-ce que vous avez votre place ici? Et est-ce que vous pensez, vous pouvez donner de renseignements sur cette notion d'intuition? Est-ce que vous pensez dans un établissement public que tu peux faire ça? Et bien, je dis, mais bien sûr, quoi. Je comprends bien cette notion de regarder des choses lointaines et de nous protéger un peu, parce que c'est vrai, ça c'est un truc, peut-être on va parler ce soir, cette notion de vitesse de la vie et le temps qu'il faut donner. Pour moi, c'est absolument, un élément fondamental que je voulais bien baser et pas de ça, parce que la chose qui m'intéresse dans les autres disciplines, surtout la notion de paysage, c'est cette confrontation, c'est cette acceptation de temps. Le temps d'un paysage qui se fabrique et tout ça, c'est absolument incroyable.
Et moi, j'essaie d'imbriquer un peu dans le sens de mon travail, mais vous imaginez, je donne des bâtiments qui sont moitié finis, parce que voilà, le paysage, c'est besoin un peu de temps. Et après, on peut, comme vous avez dit, on provoque aussi, on peut pousser, on peut contrôler, on donne quelques accélérateurs en 5e vitesse. Mais cette notion de temps, pour moi, c'est essentiel. Et voilà, je suis curieux de cette notion de regarder les choses de loin et après, mais moi, la notion d'intuition, pour moi, c'est un bijou dans la vie, quoi. Oui et non. Non, oui, évidemment, mais non, parce que dans le paysage, le caprice ne tient pas. Le paysage est son propre épreuve. Et du coup, on a besoin de comprendre dans quoi on s'inscrit pour être sûr que ça va survivre. Et du coup, dans l'architecture, on peut faire une caprice, on peut trouver ça beau ou pas beau. Ça tient parce que l'ingénieur de structure a calculé que ça tient. Et c'est pas grave. Et peut-être dans 100 ans, on le détruit, on fait quelque chose d'autre. Mais dans le paysage, ça marche pas comme ça. On travaille avec des plantes, avec de la matière vivante. Il faut que ça survive. Il faut que ça survive avec peu d'entretien parce que personne ne peut le payer. Du coup, on a besoin de comprendre parfaitement comment un territoire fonctionne. Et du coup, intuition, oui, mais intuition enseignée ou renseignée par plein de recherches pour vraiment comprendre le fonctionnement d'un site. Du coup, dans ce sens-là, le paysage, oui, il pousse, mais il est aussi très exigeant. Si l'intuition n'est pas la bonne, ben, ça sera très vite visible. Et d'ailleurs, quand toi tu dis que c'est possible d'analyser un terrain sans le voir, et quand tu es sur le lieu, il y a tout de suite l'image, c'est-à-dire il y a quelque chose quand même qui se produit directement avec le paysage. Bon, ça c'est quand même, disons, le contact direct exactement dont toi, Duncan, tu parles aussi. Le projet que je fais avec Snowet de Lascaux, le projet c'est naisse par une odeur. C'est Une odeur. Odeur. C'est des buis sur une colline avec les chênes. Et le projet, il est né, tous ces bordels que tu vois à Lascaux 4, c'est une odeur. C'est ça qui défend le projet. Moi, je suis maintenant dans une situation bizarre parce que normalement, j'ai des débats avec des architectes et eux, ils arrivent à très bien décrire, disons, la ville ou les bords de la ville, mais en tout cas, il faut toujours avoir quelque chose de bâti. Maintenant, je réalise, et c'est quelque chose qui m'a fasciné aussi quand j'ai lu votre texte, que vous arrivez à décrire le paysage. Et je pense cette description du paysage, c'est quelque chose qui est absolument importante. Et d'ailleurs, disons, les livres ou les textes qui m'ont appris comment je regarde le paysage, pour une partie, ils commencent par une nouvelle description de ce paysage-là. Néanmoins, que ça c'est un thème fascinant et on pourrait continuer encore pendant une demi-heure. Je veux dévier un peu plus vers la ville parce que quand même c'est aussi un des thèmes, disons, le rapport entre le paysage et la ville. Et je veux, disons, aller même directement là-dedans et parler, disons, de ces points de contact entre le paysage et la ville, ou encore plus précis, entre la maison, entre l'architecture et les alentours et la rue. Et j'ai amené 2 photos. Un, ça c'est d'un projet de Duncan Lewis, la bibliothèque universitaire à Bayonne, et l'autre c'est encore un projet, ça c'est École Cornebarieux. Et puis là, il y a un projet de Bas-Metz à Charleroi, où si je reviens là, disons sur ce projet-là, on voit très bien
dans ce photo que j'aime beaucoup, ce rapport entre, disons, le bâti et ce qui est peut-être la rue, mais une rue qui est aussi définie un peu différent. On voit disons, ce zone entre deux, on voit les champs qui se posent, disons, sur la façade, qui normalement n'est pas possible. Alors apparemment, il y a tout un travail là-dessus de faire vivante cette interface entre les deux. Et je dis ça parce que chez nous, à Bauwelt, ça c'est un thème super intéressant. Il y a souvent le débat avec les architectes où on parle vraiment que du bâti, et on parle du bâti jusqu'à la frontière vers la ville. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui, après la privatisation, disons, de développement, c'est une pensée qui est de plus en plus répandue, c'est-à-dire qui est responsable pour ces espaces intermédiaires. Je pense là, il y a une tâche très importante pour l'architecture et l'urbain du futur, où, disons, le travail des paysagistes et des architectes qui travaillent avec la nature peuvent beaucoup nous apprendre. Alors, justement, ma question disons, sur ces interfaces et comment tu les interprètes, disons, dans tes bâtiments, peut-être en partant de ce bâtiment-là, où il y a ces espaces qui sont ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'ils sont, ces espaces, Duncan? Ces espaces plutôt sympathiques. Non, mais c'est très difficile, je ne veux pas vous ennuyer avec des histoires de ce projet-là, mais c'est juste, ce projet-là, c'était un Chamblay. C'était un Chamblay, et un Chamblay, l'été à Toulouse, c'est quand il faut, quoi. 36 degrés, c'est quand même, c'est pas très sympa pour les enfants. C'est bizarre, c'est un ZAC, j'aime pas trop le mot ZAC, mais c'est un ZAC qui était fait par Michel Devine, où il avait fait planter des choses très, comme il est fait, très en ligne. Je n'ai rien contre ça. Hein. Moi, j'ai dit, bah, j'ai toujours fait ça. Je copie les autres et j'ai fait quelque chose avec ça. Je copiais Michel Devine parce que c'est un grand paysagiste, pas autant que Baz, hein, mais la chose qu'on fait, on a pris son tram et on a extendé cette tram sur le terrain. Avant, on a construit le bâtiment parce qu'on a dit il faut faire pousser des arbres. On a acheté quelques arbres très grands pour fabriquer, entre guillemets, une forêt. Et après, on va construire autour. On a pris des choses un peu en inverse au niveau de l'archi, quoi. Bon, moi, c'est un projet que je suis assez fier parce que il y a une baisse de température autour de l'école l'été dernier de 3 degrés. C'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas grand-chose, mais c'est pas mal. Voilà, c'est une école on a fabriqué cette forêt et après on a construit autour. Tu trouves les arbres dans une situation qui sont un peu étranges, qui sont incorporés dans le cœur de le projet, quoi. Et finalement, le môme, ils sont contents, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise plus? C'est le môme qui est important, c'est pas moi. J'interviens là parce que je pense que je n'ai pas l'expression précise, tu expliques la chose un peu trop défensif pour moi, pour mon part. Parce que moi, je pense que ces espaces-là, ils sont super importants. Ils sont même la base de faire, par exemple, dans des conditions urbaines plutôt fragmentées, un élément primordial pour arriver à faire des connexions. C'est-à-dire, le fait sur lequel je veux pointer, ces espaces, ils sont dessinés. Peut-être ils ne sont pas dessinés, parce que toi, tu parles disons, du temps qui apprivoise, disons, ces espaces, mais ils sont conçus. C'est-à-dire il y a une certaine conception qui ne s'arrête pas au bord du bâtiment. C'est toujours ce truc qu'on enlève de limite entre un contexte mais fabriqué, un paysage fabriqué et un habitat, quoi. Voilà, le projet, il est pas très beau, c'est assez moche, mais le môme, ils sont contents.
c'est mon devoir, c'est rendre les gens plus contents que, voilà, c'est tout ce que j'essaie de faire. Excusez-moi, Non, c'est comme ça. Moi, je fais un saut. Mais bon, c'est un projet qu'on a gagné en 2005 et c'est livré, c'est pris 10 ans de faire cette connerie-là. Ça, c'est dur. Non, c'est bien, c'est du dessiné, hein. C'était chaud cacao, quoi. Et nous, on a mis des arbres là et on a dit le BET HQE, ok, je déteste ce mot-là. Voilà, ces arbres-là, défendre ces arbres-là parce que il faut c'est ça quelque chose. C'est pas pour la décoration, c'est pour protéger les gens qui sont dedans. Et à cette époque-là, mis des arbres, des feuilles, on calcule que la lumière se protège et c'est impossible. Ça n'existe pas dans la science en 2005. Ben voilà, mais c'est marche. Alors ça, c'est des cours d'école, des Schulhof, comme on dit en allemand, qui ne sont pas comme d'habitude. Et pour sauter ici, c'est à Charleroi, ce sont des rues qui ne sont pas comme d'habitude. Bas, est-ce que vous pouvez expliquer comment, disons, ces nouvelles formes des espaces intermédiaires entre différentes fonctions sont imaginés dans des projets? La ville de Charleroi est assez unique. Elle a été construite en 1666 par Vauban comme une ville, comme une citadelle, une ville défense, construite par les Français, puis envahie par les Hollandais, puis repris par les Français, renvoyée par les Hollandais. Du coup, la ville s'est construite autour des fortifications. Et quand on a fait le concours, il y a 2 ans, on a dit, en fait, ce n'est pas une ville qui a été conçue pour être habitée. Elle était conçue pour tirer sur l'ennemi. Et du coup, toutes les rues sont très droites, et c'est vraiment une ville défense. Et du coup, on a dit, ce qui manque, c'est une ville qui est agréable pour vivre. Du coup, on a dit, on ne va pas soudainement inventer du haussmannien et d'aller mettre des alignements, ça n'a pas de sens. Du coup, on a dit il faut garder à la fois cette clarté du dessin de Vauban, qui est très très beau évidemment, c'est très bien dessiné, une ville très très bien dessinée, sauf qu'il faut réintroduire de la végétation. Et du coup, on s'est dit on va le faire d'une façon un peu atypique, plutôt en découpant des rectangles de cette ville minérale et de faire émerger de la végétation. Alors, quel type de végétation? Charleroi, au début, une ville de défense, ensuite une ville ou capitale de l'extraction du charbon. Et du coup, il y a tous ces terrils autour de la ville qui aujourd'hui sont recouverts par une végétation spontanée, des bouleaux, des saules, tout, voilà. Et du coup, on se dit on va amener cette vision qu'on a depuis la ville. Et du coup, on a proposé de planter des bouleaux, mais d'une façon très très dense. Un peu comme l'avait fait Kina Stevoort au Tate à Londres. Et du coup, au lieu de mettre l'arbre qui accompagne un urbanisme, on a dit on va insérer des petits pixels de forêt dans la ville qui vont en même temps organiser le stationnement que vous voyez sur cette image, mais qui vont surtout, avec une emprise assez réduite, amener beaucoup de végétation, produire de l'oxygène, capter les fines particules. Tous les profils ont été calculés pour que l'eau de pluie est récupérée dans la terre végétale et les fondations. Du coup, soudainement, ils amènent tous les aspects de l'atmosphère dans une rue canyon qui était trop minérale avant. Ok, là on est déjà, disons, directement dans le débat sur la ville. Et je veux poser la question, comment vous l'apercevrez dans votre travail, disons, ce rapport avec la ville. Et pour faire ça, disons, j'ai amené cette image-là, ça c'est une peinture de Ambrogio Lorenzetti, The Allegory of Good Government, from 1330-40. Et cette image est tirée d'un bouquin du landscape planner Christophe Giraud,
Mais c'est pas de lui, cette image n'est pas tirée de lui, mais d'un théoricien de l'école de Suisse, ETH, Lampugnani. Et Christophe Giraud lui a demandé dans ses textes sur le paysage et le landscape urbanism d'écrire sur la ville. Et le titre de son texte est The City is not a landscape. Son argumentation allait directement contre l'idée que, disons, le landscape architect, le paysagiste, devient de plus en plus le designer dans les espaces libres de la ville. Et l'argumentation, elle va un peu comme ça. La ville était, disons, la ville dense, elle était, disons, développée en Europe dans le 19e siècle. Il y a les grandes métropoles, il y avait ensuite, disons, des situations hygiéniques de plus en plus épouvantables, la densité, etc. Et puis, on a inventé la Garden City. Mais finalement, la Garden City n'est pas un succès parce qu'elle nous aboutit à la ville, à la città diffusa, à la ville diffuse. Et maintenant, peut-être un peu un exemple, c'est certain en Barcelone, il faut revenir à l'ancien nouveau ville. Et disons, cette ville, elle a des règles assez claires, c'est-à-dire le paysagiste, il fait plutôt, en fin de compte, il fait du vert là-dedans, mais il fait pas les grandes lignes, il n'arrive pas en tant que quelqu'un qui travaille avec la topographie. Et je veux vous demander tous les deux, vous avez des commandes, mais finalement, quand je regarde les commandes, souvent, ce sont des commandes qui ont quand même une capacité expérimentale déjà là-dedans dès le début. C'est-à-dire, à mon avis, pour arriver à faire des projets comme vous les faites, il faut vraiment des gens de la ville qui ont une certaine idée éclairée là derrière ce que c'est la ville. Est-ce que vous le percevez de la même façon ou est-ce que vous ne voyez pas, disons, cette division entre deux différentes manières d'introduire et de travailler l'espace libre dans la ville? Je ne sais pas qui veut se mettre dedans. Et c'est quoi la question? Non, la question, elle est tout simple. The city is not a landscape. Is this, do you subscribe? Non. Non, pendant le temps qu'on avait des villes émurées, villes denses, et qu'on avait presque trop de paysages autour, évidemment la question du paysage ne se posait pas. Il y en avait tellement que c'était absolument pas une urgence. Si on croit les prognoses qu'en 2050 on sera 10 milliards, aujourd'hui on est 7,6 si je me souviens bien, si en 2050 plus que 50% des gens habiteront dans les métropoles, on perdra encore tout l'habitat naturel. Il y a une sorte de bouleversement où l'homme n'est plus organisé dans quelques dots sur une planète bleue ou verte, mais il y a une sorte de tâche urbaine planétaire dans laquelle il faut imaginer des paysages, les concevoir, les protéger, les organiser. Justement, on en parle, mes ingénieurs des années 70 en parlent, et ça s'entend beaucoup mieux en anglais, to provide ecosystem services. Tous les services que nous donne gratuitement l'atmosphère, à un moment donné, on arrive à un tipping point où peut-être, et on en parlerait avec des promoteurs à Bordeaux, peut-être il faut imaginer quand on fait une ZAC de calculer la biomasse qu'on devrait installer pour produire l'oxygène que les habitants vont inhaler. On ne réfléchit pas encore comme ça, mais quelque part, on arrive à un moment où tout sera quantifiable et deviendra urgent. Du coup, je pense que l'opposition ville-paysage
était une opposition et évidemment la ville pouvait s'organiser suivant ses règles et les paysages suivant l'agriculture ou une sorte de naturalité sauvage. Le moment que l'urbanisation devient planétaire, le moment qu'on ait trop d'hommes sur cette planète, trop de femmes, trop de gens, c'est un autre équilibre et le paysage n'est plus une sorte de jolies choses qu'on installe dans son jardin parce que c'est joli à regarder, mais devient une sorte de choses essentielles pour garder que ce recyclage de l'atmosphère puisse se faire. Du coup, pour moi, le paysage n'est pas esthétique, mais est une façon d'organiser le territoire. Le paysage devrait être planétaire. Et Duncan? Je ne peux pas répondre dessus là, c'est super complexe comme... Seule chose que je veux juste partager avec vous, j'ai eu une discussion avec François Allais, une conférence qu'on a fait à Reims, et c'était assez surprenant. Hein. Il nous a expliqué que le parc et le paysage en ville, avant, on voyait ça comme un vide dans nos villes. Et je pense que ça doit être changé. Le parc et les espaces paysagers dans nos villes, c'est un peu dans la même tendance que je pense que ça devient la notion, c'est des éléments pleins et essentiels. C'est une matière qu'il faut utiliser, modeler et utiliser pour notre avenir, quoi. Et François Allais, il explique aussi cette notion d'un arbre. C'est un arbre, comme tu prends un arbre et tout le surface d'un arbre, c'est monstrueux comme matière, quoi. C'est monstrueux comme plan que ça peut nous donner pour notre avenir, quoi, dans l'espace urbain. Voilà. Je ne peux pas répondre à la question, mais c'est cette petite mot dit par d'autres gens, je trouve vachement séduisant et intéressant, quoi. J'ai posé la question certainement dans la direction que, disons, est-ce que le paysagiste est aujourd'hui la personne qui arrive le mieux à recoudre, à sceller les plaies de la ville, c'est-à-dire les fragments, les lieux libres qui ne sont pas occupés et qui sont importants pour le croissement de la ville. Et pour ça, je vous ai amené cet exemple-là. Ça vient cette fois directement de Berlin. Peut-être vous le connaissez. C'est le Flughafen Tempelhof. C'est un espace immense, vraiment au centre de la ville, qui est libre parce que les avions, depuis 2007, n'y partent plus. Il y a un grand débat à Berlin, quoi faire avec ce grand vide. Et finalement, disons, ce vide est devenu, d'abord c'était fermé, et puis c'était ouvert comme un parc, on peut dire, c'est-à-dire maintenant on peut y aller, mais rien n'était fait. C'est-à-dire il n'y avait pas de conservation, il n'y avait presque rien qui n'était fait, mais cette place était ouverte, il est vraiment immense. Nous, on a fait un numéro là-dessus et on a demandé à un photographe de faire un 360 degrés. Là, vous voyez dans le lointain, disons, l'ancien aéroport, bâtiment fasciste de Sagebiel. Là, c'est dans la direction de Neukölln, dans l'Est. C'est une photo qui était faite un matin très très tôt, à 5 heures du matin, alors le soleil dans l'été, et là c'est encore dans l'autre direction. Et je vous ai amené cet exemple-là parce que il y avait la stratégie, il y avait la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fait la ville avec ces vides? En fin de compte, on peut regarder cet exemple-là et trouver des espaces peut-être pas si grands et pas si impressionnantes, mais on les trouve partout dans le développement de la ville, aux alentours, au bord. Mais à Bruxelles, par exemple, le long du canal, c'est des situations qui sont aussi comparables. Alors, la ville a voulu faire des constructions autour, et certainement, il y avait aussi la promesse
que l'intérieur, le grand espace au milieu, il soit gardé comme ça. Et pour ça, il y avait une compétition qui était gagnée par un paysagiste d'Angleterre assez connu, Ilko Hoffmann et Gross Max, qui ont fait, disons, qui ont presque tout laissé et ils sont installés en tant que bordure très claire, disons, ces cercles-là qui étaient pensés comme une espèce de définition, disons, du bâti, futur bâti aux espaces libres au milieu. Et finalement, tout le projet a complètement échoué. D'un côté, parce que la ville n'était pas capable d'introduire une idée inventive pour les logements tout autour, mais peut-être aussi, ça c'est ma question, parce que le paysagiste qui y intervient pour structurer, disons, des espaces comme ça, et par le fait que son programme est beaucoup plus ouvert et beaucoup moins défini, il est un joueur quand même assez faible dans le jeu de développement de la ville. Et moi, je veux parler avec vous sur cette faiblesse du programme du paysagiste. Est-ce que cette faiblesse, est-ce que vous la sentez aussi comme ça? Est-ce que cette faiblesse, elle est peut-être aussi une force? Parce qu'en tant que paysagiste, on peut faire des choses qui sont peut-être pas imaginées. Les architectes, ils suivent leur programme, mais le paysagiste, il peut proposer quelque chose, ce qui devient, disons, les idées qui sont déjà là. Peut-être passe. Peux-tu répondre à cette question? Oui, non, c'est intéressant parce que vous parliez de plaie, de vide et de faiblesse. Et je vais répondre à tous les trois. Moi, je pense pas je pense pas que c'est notre désir, comme paysagiste, de guérisser des plaies. Je nous vois plus comme rêveurs que de guérisseurs. Je pense que ça, c'est une première chose. On essaie. Je pense qu'on a vraiment une sorte de vision sur l'avenir d'un site. Je pense que ça, c'est essentiel comme paysagiste, d'imaginer la transformation d'un site. Deuxièmement, le vide, oui, pour nous, c'est pas un vide. C'est pas parce que ça n'a pas été construit que c'est vide. Au contraire, ça veut dire qu'il y a peut-être du paysage. Et évidemment, point de vue promoteur, point de vue peut-être municipalité ou autorité, on est vraiment dans cette idée que quand c'est pas construit, c'est vide. Non, je pense que le paysage, et même, c'est pas juste paysage, tous ces services qu'on doit fournir, qui sont très simples, capter l'eau, renouveler l'air, doivent avoir une place dans nos métropoles, plutôt métropoles que villes. Et du coup, c'est pour ça, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrive à les calculer pour les insérer, comme on a fait avec la loi sur l'eau. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de verser l'eau directement dans la canalisation pour éviter les inondations. Il faut faire la même chose avec tous les autres services que nous donne le paysage. Je pense que c'est essentiel. Du coup, ce n'est plus un plein, mais c'est le 20% nécessaire de boisement de la ville de Berlin pour faire que la ville reste soutenable ou durable. Du coup, je pense que c'est cette difficulté que c'est vu par ceux qui décident que c'est un vide qui nous met dans cette faiblesse de programme. Parce que oui, souvent, on nous demande pas produisez tant de tonnes d'oxygène dans les 10 ans. Ça serait un programme. Ou faites qu'il y a plus d'inondations à Paris parce qu'on prévoit du temps, de l'espace pour l'eau, ou parce qu'on repense toutes les fondations des rues pour capter l'eau, ce qu'on fait à Stockholm, ou parce qu'on calcule les arbres comme des éléments qui aident à capter l'eau et qui, par évaporation, le remettent dans l'atmosphère. Je pense que le manque de programme est un faux manque, parce je pense qu'il y a un vrai programme qui n'est pas conçu comme un programme. Du coup, oui, souvent on nous demande
Moi, j'ai des demandes assez prosaïques, hein, 200 places de parking, un parc d'1 hectare avec un aire de jeu pour des enfants entre 6 ans et 9 ans. Le programme n'est jamais inspirant dans notre boulot. C'est juste qu'on essaye de donner sens à ce qu'on fait. Mais moi, je pense qu'il faut... Vous nous poussez vers une sorte de manifeste, mais moi, je pense qu'il faut arriver à quantifier et à exprimer tout ce que fait le paysage et que ça devienne le programme du paysage. Donc, pour vous, le programme en tant qu'architecte, normalement, c'est aussi assez clair. C'est Non, la jamais, cuisine, non, jamais, c'est jamais clair. Mais hein. pour vous, c'est pas clair, justement. Non, c'est jamais clair. Mais C'est pour jamais vous, clair. c'est pas clair. Normalement, disons, pour celui qui fait les commandes, c'est assez clair parce que c'est... Non, c'est jamais clair. Tu imagines, j'en ai fait un projet pour un hôpital avec des gens des enfants extrêmement malades qui sont complètement atteints, qui ne presque aucun réponse. L'ancien hôpital, il est une piscine, un bain où le soignant, il pense de certains moments de la journée, il y a un échange qui se passe. Nouvel hôpital, programme, le bain, non, on va pas ça, c'est trop cher. Moi, je dis, c'est pas possible, quoi. J'en ai fait avec le bain dedans, et basta cosy, voilà, on a gagné, bizarrement. Non, mais on est obligé de trouver du sens derrière tout ça, et c'est absolument fondamental. Et le projet Tempelhof, moi j'étais là dans l'aéroport, comme le Twin Towers, j'étais dans le Sabine, un avion là, on est sorti de le grand bâtiment là, et on est tendu, voilà, il avait un problème à New York, on est arrivé à Bruxelles, et j'étais bloqué à Bruxelles pendant un bon 2-3 heures, parce que c'était le jour même que Ben Laden avait fait ses conneries à New York, quoi. Mais c'est aussi lié sur ces problématiques. Je crois qu'on est là parce qu'on a envie de rester libre, hein. Libre avec nos outils qu'on essaie de fabriquer. Et c'est comme le projet ici, c'est un petit projet dans un endroit ici en France, mais sinistré, avec des gens avec une tristesse dans nos rues, quoi. De jeunes gens, ils sont malades, quoi, avec une tristesse. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ils ont fait une école, et dans l'école, ils disent, et le môme, ils viennent ensemble dans 100 mètres carrés. C'est bordel, on est dans une vallée absolument sublime, la Meuse, et tu mets des gens ensemble à 100 mètres carrés. C'est inémissible. On met en question et on offre 2500 mètres carrés par 100 000 pour le même prix. Et ça devient le cœur de le débat, quoi. Et pour moi, c'est essentiel de cette mise en question, mais tu vois, le projet que vous avez montré tout à l'heure, là, celui-là je connais, mais à Tempelhof, c'est forme de, voilà, on est de ville, la ville gagne un peu et on laisse le truc, le vide en milieu, et voilà, de tout. Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas ça. Un peu comme Baz a dit, il y a plein de mécanismes qu'il faut profiter de cette situation. Regarde Berlin, comme le mur est descendu. Tu vois des photos aériennes de Berlin, comme le mur est descendu. Il y a une forme de parc, mais absolument incroyable, une richesse. Et qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? Que la merde. Il avait des chevaux en plein centre de Berlin. Et les chevaux, maintenant, c'est pas possible, quoi. Oui, il faut constamment mise en question. Moi, je vis un vie un peu dur. Je toujours mis en question moi-même. Et de temps en temps, les gens disent, Duncan, arrête. Vous avez déjà fait assez. Arrête la mise en question. Mais voilà, c'est devient automatique, hein. Je mise en question sur des choses, quoi. C'est tout un programme. Parce que les programmes, ils sont conçus mal. Parce que les gens, ils ne comprennent pas où ils sont. Et qu'est-ce que ça devenir et tout ça? Je pense qu'on sera d'accord pour ça, pour le mécontentement avec les programmes, comment ils sont souvent faits, et un plaidoyer pour l'ouverture du programme, comment ils sont inscrits. Je parle surtout aussi de la commande publique.
Mais ce mot ouverture me permet aussi, disons, d'ouvrir le podium. Vous êtes tous là sur les gradins et aux alentours sur les benches, like at Oktoberfest in Munich. Et à Munich, on débat beaucoup. Alors, la question va directement chez vous. Est-ce que vous avez des questions sur des thèmes qui étaient déjà soulevés? Bonjour, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance des ecosystem services dans la construction et la conception des projets de paysage. Et ça me fait penser au New Declaration of Landscape qui a été fait l'année dernière, il y a 2 ans aux États-Unis. Et je voulais savoir ce que vous pensez sur le rôle du paysagiste dans la société plus globale. Oui, en fait, qu'on peut être acteur et activiste pour envisionner une société qui est mieux, qui est meilleure, qui englobe les questions d'inégalité chez l'homme, mais aussi dans la nature. Voilà. Il y a une chose bizarre où disons, avant les guerres peut-être, ou même avant, il y a des figures comme Olmsted, paysagiste, qui avait ce rôle d'imaginer l'agrandissement de la ville. Je ne sais pas si son programme était très clair, mais au moins il a fait, il est dans un sens assez pragmatique, il a fait ce Chain of Lakes, Pearl Necklace, où il a compris tout ce qui existait sur place pour le connecter dans un système. Et évidemment, il a fait d'une façon visionnaire parce qu'aujourd'hui, à Minneapolis comme à Boston, son système de parc permet pas seulement d'avoir de la nature en ville, mais surtout de régler tous les problèmes d'eau dans ces villes. Du coup, lui, il était en train de faire ces ecosystem services, même sans qu'on avait besoin de le calculer, parce que juste visionnaire et très pragmatique en même temps. Et du coup, je pense que les paysagistes avaient quelque part ce rôle, ou même le nôtre, qui était finalement le chef d'orchestre de tout ce qui se passait. C'était pas l'architecte, c'était pas l'urbaniste, c'était le paysagiste. Et je pense que il y en a beaucoup qui ont parlé de ça ou qui ont écrit là-dessus, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on avait tellement besoin de construire des logements parce qu'il y avait tellement de gens qui n'en avaient plus, que quelque part le paysage était un peu moins important, parce que d'abord il fallait nourrir et loger les gens. Et en même temps, par une sorte de malheureux coïncidence avec le modernisme qui quelque part réduisait le paysage à une pelouse avec quelques arbres, soudainement, on a oublié l'importance du paysage, et je pense que ça revient peut-être en France et en Allemagne, en Belgique avec un peu de retard, peut-être il y a eu un mouvement aussi aux Pays-Bas, mais je pense qu'il y a un métier de paysagiste ou de landscape architect qui existe depuis très très longtemps, et qu'on doit quelque part rétablir, qu'il faut se poser la question de ce rôle et l'ambition du projet de paysage. Pas pour l'inventer, mais pour retrouver quelque part le lien avec la riche tradition de ce métier, et de ne pas accepter de finalement choisir l'espèce de l'arbre qu'on va mettre sur le triangle qu'on a laissé dans le plan d'urbanisme. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Je pense que les espaces vides, que vous les avez appelés vides
tout à l'heure, Non, ne sont pas du tout... on dit pas- c'est pas vite, vous, mais ils sont pleins. Voilà. Justement, il sert un rôle non seulement important dans le fonctionnement de l'écosystème où on vit, mais aussi dans le fonctionnement de notre société, parce que c'est ces espaces ouverts où on peut se retrouver, et c'est des tiers-lieux, c'est des third spaces, où c'est comme la café du coin ou la bibliothèque, où les gens de situations différentes, d'ethnicités différentes, d'éducation différente peuvent se retrouver, et que c'est très important justement de laisser ces espaces et de travailler ces espaces. Et je pense que ça, c'est, à mon avis, ça c'est notre métier. Oui, le paysage est pour la métropole ce que l'espace public était pour la ville. Oui, mais je suis un peu d'accord avec vous, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce paysage et l'architecture ne peuvent pas être combinés différemment? On arrête de finir ces trucs, cette limite entre l'architecture et le paysage, quoi. C'est ça qui me fout de boule tout le temps, quoi. C'est limites, douanes. Voilà, c'est vraiment la merde tout ça. Cette histoire de limites, c'est terrible. Je vais pas parler de limites. Hein? Mais il y a un autre morceau de paysage que j'aime beaucoup se rejoindre à cette notion de paysage. C'est un paysage que je connais dans le nord d'Angleterre, qui est près de là où était né, Berwick et tout ça. Et c'est vachement étonnant. C'est un paysage qui est très très ancien, de centaines d'années. Et c'était des moments que les gens ils se fabriquaient le forme de morceaux de culture en bande, très fin, parce qu'ils avaient des outils qui ne pouvaient pas faire de grandes surfaces. Et ils ont fait de forme de trucs monticules comme ça, de petites monticules en bande comme ça, pour drainage, je pense, hein, c'était ça. Et voilà, c'est assez étonnant. Et de centaines d'années après, il y a de gros tracteurs, Massey Ferguson, parce que c'est près d'Écosse, Massey Ferguson, ils viennent, bla, bla, bla. Et c'est étonnant, c'est chaque année, ces bandes de territoire, ils se réapparaissent. Comme un souvenir un peu magique, quoi. C'est fou, quoi. Je veux reprendre sur ça et sur cette notion d'ouverture dont tu parles. Je pense qu'il faut, pour arriver à ça et pour traiter ces vides dans les villes, il faut un imaginaire. Et je prends cet exemple-là, ça c'est de Bruxelles. Et on sait très bien qu'à Bruxelles, le canal qui divise la ville, c'est aussi une rupture. C'est une rupture brutale aussi entre les riches et les pauvres, ou les Christian Borret les appelle le directeur de planification le dit un peu plus smooth, mais en réalité c'est exactement de ça. Et la question, ces grands espaces-là, c'est un peu la situation à Tempelhof, mais peut-être Tempelhof est encore plus spécial. Je pense que ça c'est peut-être plus exemplaire encore. Que faire avec ces espaces-là? Et là, j'adore absolument ces deux images-là. Ça, c'est le suivant. Ça, c'est un projet de Bas Smith. Et comme ça, c'était avant. Bon, ça, c'est même pas avant, c'est entre-temps. Mais vous pouvez bien imaginer comment ces espaces étaient et que ici, l'imagination, il manquait. Et maintenant, il y a la situation qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a presque rien. Alors, que faire avec ces grands espaces-là? Et je pense pour ça, il faut vraiment des projets. Il faut des gens qui ont des idées qu'avec le paysage urbanisme, on y arrive à quelque chose. On y arrive à joindre des parties de la ville qui, normalement, ne seront pas joints en 100 ans. C'est pour ça que je plaide moi-même, disons, dans cette discussion avec les plaies de la ville, etc., pour une force beaucoup plus offensive du rôle du paysagiste et aussi une rôle, disons, plutôt installé politiquement. Mais bon, ça c'est mon personnel. Question. Bonjour, moi ma question ça rejoint un peu ce débat-là de la limite et de l'ouverture entre le paysagiste et les autres designers, urbanistes ou architectes.
parce qu'on l'a dit, il y a l'urgence du paysage de manière climatique, etc. Il y a le greenwashing dont on a parlé aussi, où aujourd'hui on vend des perspectives avec du vert, puis ça marche. Et on se demande en fait, depuis plusieurs années, des décennies, c'est l'architecte arrive, puis l'architecte paysagiste arrive par la suite, et on en est un peu à se demander aujourd'hui, est-ce que pour bien penser nos villes et pour bien penser nos territoires, il faut que l'architecte paysagiste il devienne un petit peu prédominant sur l'architecte. Vous, Duncan, visiblement, vous avez la chance d'avoir un peu les deux casquettes. On a compris que vous, c'est ouvert. Mais puis les deux ensemble. j'ai deux casquettes, mais aussi c'est un problème pour moi. Moi, j'ai un problème avec les architectes, j'ai un problème avec les paysagistes. Parce que chacun, ils disent, touche pas à mon métier parce qu'on ne comprend pas trop ce que tu fais là. C'est aussi problématique. Mais bon, Du coup, est-ce que vous pensez mais bon, et l'espoir dans l'avenir, peut-être. Non, mais c'est un vrai problème. Et c'est pour ça, et chaque chose, c'est catégorisé comme ça. Moi, je veux dorer que, voilà, entre un paysagiste et un designer et un architecte et un urbaniste, à un moment de fabrication d'un sens dans un territoire, ça peut être réuni, mais au début. C'est pas des petites couches par là, des petites... non. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des gens avec une sensibilité qui ont envie de partager, qui bâtissent cette notion de ville de demain, quoi. Mais ça peut pas passer par lui fait ça, sinon c'est juste pas possible, quoi. Et vous, Bass C'est quoi la question exactement? la question, c'est de savoir que dans votre pratique quotidienne, c'est quel rapport vous entretenez avec les architectes? Est-ce que vous arrivez à dialoguer avec eux, ou est-ce que vous êtes dans un conflit, ou est-ce que vous arrivez après eux, ou est-ce qu'il y a certains projets où vous arrivez avant eux? On est quelque part dans le luxe de choisir avec quels architectes on travaille. Évidemment, on essaie de travailler un peu avec les mêmes gens et avec les gens qu'on aime bien travailler. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et j'aime bien au début, quand on fait des concours, qu'autour de la table, il y a le plus de gens possible, bon, pas trop non plus, mais même l'ingénieur structure ou le spécialiste du climat, et de vraiment imaginer un projet ensemble. Où moi j'ai autant à dire sur le bâtiment que l'architecte sur le paysage, mais une fois qu'on a trouvé l'idée, chacun son métier. Après, il ne faut pas me... Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une responsabilité, aussi une vision, mais ce moment, c'est pour ça que les concours restent un moment très agréable, même si c'est mal payé, si c'est une souffrance quelque part, parce que si on perd tellement. Mais ce concours permet quand même de rêver ensemble. Moi, je pense que les meilleurs projets, c'est les projets dans lesquels il y a des collaborations. Je ne pense pas qu'en s'enfermant dans notre agence à Bruxelles et en parlant avec personne qu'on va devenir très très intelligent. Je pense que et peut-être c'est une ouverture aussi qui change, parce qu'au début il faut se protéger un peu, parce qu'il faut quand même le temps de mûrir, mais je vois ça aujourd'hui. Quand on fait un projet, on se pose la question, qui est-ce qu'on pourrait demander pour renforcer l'équipe, comment, et là on commence à être mandataire sur des grands projets, on se dit quel dream team qu'on peut construire pour justement nous ne pas être le grand dictateur des autres, mais pour se dire, ok, quelle intelligence participative presque, quelle intelligence shared intelligence, comment on peut finalement arriver à quelque chose que n'aurait pas pu faire seul. Et pour moi, c'est essentiel que le projet nous apprend quelque chose. Et pour ça, les collaborations sont essentielles. Bonsoir, merci déjà pour les conversations très intéressantes. Et moi j'avais une question en fait pour revenir un petit peu au projet que vous avez présenté et aux questions et la réponse qui a été donnée concernant les vides qui sont finalement des pleins et qui servent un peu de pansement sur la ville. Et moi j'avais une question par exemple en projet en métropole comme à Paris,
où on a un univers très dense et où c'est pas possible de penser ne serait-ce que 10 mètres carrés de terrain en friche pour faire pansement sur le projet, pour, comme vous disiez, essayer de compenser l'impact que le projet et que l'homme a sur la biodiversité. Comment on fait pour répondre du coup à une commande, à un besoin de compenser cet impact alors qu'on n'a que très peu de mètres carrés dans une métropole? Oui, on n'est pas politicien, évidemment. Du coup, on répond à une offre donnée par souvent la politique ou par le privé. Du coup, on peut... Évidemment, on a des visions sur le territoire qui dépassent la commande, mais après, on est bien obligé de l'appliquer dans la commande même. Et du coup, c'est quoi votre approche par rapport sur un projet où on n'a que très peu de mètres carrés? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce besoin de retrouver un écosystème Oui, il n'y a pas de réponse à ça, évidemment. Ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend dans quelle situation. C'est pour ça qu'il faut justement ce temps de comprendre où on est, les possibilités et le temps d'un projet. Il n'y a que le projet qui peut répondre à cette question spécifique, je pense. C'est l'intérêt de faire du projet. Je crois que chaque projet, c'est un prototype, c'est unique. On ne peut pas catégoriser les choses, on ne peut pas dire voilà, c'est ça ou ça. Non, c'est chaque moment, chaque situation doit être un moment de rêve, de l'avenir, positif, possible, mais chaque chose, c'est dans son temps et c'est unique. Oui, oui, oui. Peut-être j'ai mal formulé la question, mais par exemple, à Paris, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre approche par rapport au projet que justement vous preniez le terme d'architecture saladier, où on vient tenter de compenser l'impact de l'homme par des intégrations végétales ou des choses comme ça? C'est quoi votre approche par rapport à ce genre de pratique? Ça, c'est une réponse pendant le petit pot qui suivra cette discussion, je pense. Ok. J'ai quand même une réponse à ça, peut-être un peu du côté, parce qu'apparemment les deux, ils ne veulent pas se mettre en dehors de la fenêtre, mais disons, dans les stratégies de densification, disons, non, dans les attitudes des villes et, disons, des décisions politiques, en faisant face à la densification et à la commande du logement et au prix éclatant, etc. Certainement, les villes sont obligées, je parle des villes en Allemagne, les grandes villes comme Hambourg, Munich, Düsseldorf, Berlin, ils sont obligés à réfléchir sur des programmes, à introduire du verre et, disons, une certaine notion d'écosystème dans ces densifications-là. Et on peut les faire d'une façon intelligente et on peut les faire aussi assez bêtes. Et le problème, c'est que en introduisant des régulations, des règles de construction, souvent c'est plutôt des effets plutôt bêtes qui naissent. Pourquoi c'est comme ça? Parce que finalement, la régulation de construction, elle part vraiment du bâti. Elle part pas vraiment d'une notion de l'usage qui peuvent s'y installer sur ces terrains. Par exemple, si on y installe une prescription sur les toitures vertes, seulement faire du verre sur les toits, ça c'est absolument ridicule. Mais en introduisant ces toitures avec des certaines notions, ce qu'on pourrait faire sur ces toitures et en donnant des subventions, etc., ça peut devenir quelque chose d'intelligent. Et ça, pour moi, ça c'est une réponse aussi à des terrains de plus en plus, des terrains friches qui sont de plus en plus petits, même à Berlin. Et je dois avouer qu'il y a 10 ans, les architectes français sont venus à Berlin et ils ont toujours dit « Ah, la ville fantastique, Berlin, il y a
tellement des espaces libres, etc. Si vous venez aujourd'hui, ça se rétrécit, mais d'une façon vraiment éclatante. Parce que tous les terrains, les friches, maintenant, ils sont achetés par des investisseurs qui viennent de je ne sais pas où, et finalement, il n'y a plus, disons, cette liberté qui était là avant. Alors la politique, il doit y intervenir.